voix. Voilà, c'est le micro, je m'excuse, je vais parler sans masque, c'est plus pratique. On a gardé les distances. Donc bonsoir à vous toutes et à vous tous. Tout d'abord, je déclare d'abord la session du conseil municipal de ce jour officiellement ouverte. Et je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence afin de rendre hommage aux préposés qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Merci. Alors, suite aux démissions de certains élus de l'opposition, mesdames de Cotigny, Jeannin, Chenet, Pescaud, Fouché, Dreno, puis de messieurs Toile, Gerbet et Poirier, je souhaite la bienvenue à messieurs Benoît Perponcin et Christian Codero, qui nous rejoignent au conseil municipal. Nous serons amenés d'ici le mois de mars à les installer dans différentes commissions municipales. Donc bienvenue au sein du conseil municipal. Merci. Je souhaite également la bienvenue à mon nouveau directeur général des services, Nicolas Jean, ici présent, qui va se présenter à vous. Nicolas. Alors bonsoir, j'ai pas de micro, je vais essayer de parler le plus fort possible. J'enlève le masque délibérément pour qu'on m'entende bien. Je suis un fonctionnaire territorial depuis bientôt une vingtaine d'années. Avant, j'ai travaillé dans des fonctions en ressources humaines pendant près de 15 ans. Et puis, tout récemment, j'étais DGS à la ville de Sainte-Luce-sur-Loire. Et je viens de terminer une mission, enfin je dis je viens de terminer, c'est un peu prétentieux puisque la mission n'est pas finie, mais j'étais sur une mission de création d'un service intercommunal de restauration collective pour le compte des villes de Vertou, les Sorinières et Saint-Sébastien. Et donc, je vous ai rejoint depuis un peu plus d'une quinzaine de jours à la mairie de Trélières. Voilà. Parfait. Merci. Alors, je souhaite également remercier Ludwig Gerlet qui nous a accompagnés lors des conseils municipaux depuis plus de 4 ans. Elle nous quitte pour rejoindre la ville de Vertou. Donc, bon vent à vous, Ludwig, à Vertou. J'espère que vous êtes très bien, vous êtes très bien traité. Merci beaucoup. Alors, l'appel des élus d'abord. Je vais faire l'appel des élus. Alors, Alain Royer, présent. Claude Rincé, présent. Maïté Béraille, Elisa Driot, Benjamin Vacher, Betty Mirbeau, Yvon Leroy, excusé de ne pouvoir Alain Royer, Michael Mendès, excusé de ne pouvoir Claude Rincé, Jean-Marc Colombard, Isabelle Brolo, Augustin Moulinas, de ne pouvoir Isabelle Brolo. Alors, Augustin Moulinas, il s'excuse, il est le papa. Donc c'est pour ça, il faudrait qu'il vienne, mais il est papa tout récemment, c'est hier, je pense. Donc il s'excuse de ne pas être présent parmi nous, mais pour la bonne cause, il est le papa de la troisième garçon. Donc voilà, de pouvoir Isabelle Brolo, Valérie Robert, Margot Bourriot, de pouvoir avec Mirmont, Romain Mondlard, Catherine Renaudot, Jean-Paul Salot, Émile Fortino, Alizé Guibert, de pouvoir Maïté Béraille, Gilles Ranou, Lina Le Breton, excusé de ne pouvoir à Frédéric Chapeau, Emmanuel Renou, présent. Soumaya Baïri, Présent. Alain Blanchard, Présent. Gwen Bouzenec, Présent. Benoît Pertonsin, pardon, Présent. Christian Gardero, Cordero. pardon. Cordero. Oui, avec Ah, un excusez-moi, on m'a mis Cardero. C'est une erreur sur le mot de papier, c'est Cordero, Voilà. excusez-moi.
Ça sera bon la prochaine fois. Voilà, Cordero, Christian. Merci. Voilà, merci, excusez-moi. Donc je propose de désigner comme secrétaire des séances Isabelle Grolot. Isabelle, d'accord. Donc on va commencer par l'édition du maire, il y en a deux. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'édition du maire? Il y a deux décisions, c'est l'édition du contrat de téléphonie mobile et un recours Chauvet EP 44 209 21 E 0169. Je souhaite intervenir par rapport aux décisions que vous avez prises sur la dernière période. Donc, Madame Grolot, nous n'avons pas eu la présentation des décisions du maire lors de la dernière commission ressources, celle du 15 février, alors même que vous vous étiez engagé à le faire systématiquement à chaque commission. De plus, nous sommes surpris de la manière dont une des lignes, recours Chauvet, est rédigée dans le tableau, remis ce soir. Enfin, voilà, la ligne recours Chauvet ne comporte en effet aucune explication. Pourtant, vous vous étiez engagé à modifier vos pratiques, d'une part pour rendre à la fois plus compréhensives par les élus et par nos concitoyens les décisions prises par le maire, M. Royer, et d'autre part pour vous conformer aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, en particulier la recommandation numéro 2 du rapport de la CAC qui précise, et je cite, « Présenter à chaque conseil municipal un compte-rendu exhaustif et explicite des décisions prises par le maire », et qui relevait à juste titre, donc en page 3 du rapport, disant aussi que les débats au sein du conseil municipal sont affectés par des tensions permanentes liées pour partie à la faible qualité des informations soumises à délibération, en tout cas à présentation. Ce qui m'amène tout logiquement à vous poser les questions suivantes ce soir, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de les évoquer en commission. À quoi correspond précisément cette dépense de 3 480 €? Quel est le contenu de cette prestation qui a été apportée? Et par ailleurs, quel est le fondement de ce contentieux qui engage la commune et que nous avons, me semble-t-il, perdu? Je profite également de cette intervention pour vous demander pourquoi les comptes rendus des commissions ressources et également de la commission aménagement, pour laquelle M. Boulzenec a demandé officiellement un retour, sachant qu'il a eu ce soir à 18h18 précisément un mail disant que ce compte rendu allait lui être transmis prochainement. Pourquoi ces comptes rendus ne nous ont pas été adressés avant la tenue de ce conseil municipal? Je vous rappelle par ailleurs que vous avez adopté un règlement intérieur qui indique que le compte rendu de chaque commission est transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal dans un délai de 5 jours avant sa réunion. Certes, c'est la première fois depuis des mois que ces comptes rendus ne sont pas partagés avant la tenue des conseils municipaux. Cependant, et même si encore une fois ce n'est plus la pratique et qu'on note les efforts que vous avez réalisés dans ce domaine, on ne peut que regretter que le règlement ne soit pas appliqué ce soir. En fait, ce qu'on craint surtout, c'est que, comme vous le reprochait la Chambre régionale des comptes dans son rapport, que vous ne considériez à nouveau que le formalisme des règles encadrant la gestion municipale ne soit qu'accessoire. J'espère pouvoir me tromper ce soir. Je vous remercie de votre intervention, Jean-Paul, et puis je vous dirai que je suis tout à fait d'accord avec vous. Concernant ces deux décisions, effectivement, en l'absence de secrétariat, Élodie était en congé et la deuxième secrétaire étant partie, effectivement, ce tableau n'a pas pu être présenté en commission ressources. Nous en sommes désolés. Donc, à cet effet, je vais laisser M. le maire en parler et s'expliquer. Merci. Alors, le recours Chauvet, si vous voulez, c'est un recours de M. Chauvet. C'est la société Selnes qui a déposé une demande d'urbanisme, déclaration préalable, pour l'installation d'une antenne relais par la société Bouygues. La commune a livré un arrêté de non à opposition à la déclaration préalable. Cet arrêté attaqué par les riverains de la parcelle doit être installé l'antenne. C'est un problème d'installation d'antenne qui est contesté par les riverains, quelques riverains, sur le site, mais c'est sur du domaine privé. Donc on a donné l'autorisation et donc ils attaquent la mairie à ce sujet-là. C'est pour ça que nous avons pris quelqu'un pour nous défendre notre position là-dessus. Voilà un petit peu, c'est un recours d'un particulier sur une installation d'antenne près de chez lui sur un terrain privé. Ce sont des frais d'avocat.
Ce sont des frais d'avocat, donc. Comment? C'est des frais d'avocat pour défendre la position de la commune. Voilà. Alors, on passe à l'heure du jour. Donc le point 1, présentation du débat d'orientation budgétaire 2022 sur la base d'un rapport Isabelle Cronon. L'article L23-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, article 107, portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de voter dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget un débat sur les orientations générales du budget, le DOM, accompagné d'un rapport sur les orientations budgétaires, ROB. Ainsi, par son vote, il est pris non seulement acte de la tenue du débat, mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOM. Ce rapport comporte les informations suivantes. Premièrement, les orientations budgétaires envisagées par la commune, portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières avec la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. Deuxièmement, la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes à travers des autorisations de programmes et crédits de paiement, APCP. Et enfin, troisièmement, des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget, ainsi qu'une vision pluriannuelle de l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement. Conformément aux dispositions de l'article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ont été destinataires, préalablement à la séance, du rapport d'orientation budgétaire tel qu'annexé. Je vous propose de passer au diaporama. Alors, le débat d'orientation budgétaire. Je tiens tout d'abord à remercier les agents du service finance, et plus particulièrement Patricia Sarotte et Benoît Galliot, pour tout le travail accompli quant à la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire 2022 qui est très conséquent. Je vous propose le sommaire suivant. En première partie, le cadre de l'élaboration du budget 2022. Je vous présenterai ensuite en seconde partie les orientations budgétaires 2022 pour Trélières, avec notre capacité d'investissement, les recettes et les dépenses de fonctionnement, le plan pluriannuel d'investissement sur ce mandat et pour terminer la date et la solvabilité de notre commune. Je propose que le débat sera ensuite ouvert. Alors, le contexte économique. S'agissant du contexte économique mondial, nous avons atteint un niveau record de l'endettement public. Cependant, malgré une pandémie récurrente, la circulation des divers variants, la reprise de l'économie se confirme en 2021 et devrait se poursuivre en 2022, grâce au plan de soutien budgétaire massif, au déploiement des vaccins, à l'expérience acquise au fil des vagues de contamination. Poursuite de la reprise, certes, mais sur un fond d'incertitude. Une perte d'autonomie financière, les recettes supplémentaires générées ne pourront pas servir à réduire le déficit en raison de dépenses nouvelles, à savoir 6 milliards, pour contrer la flambée des prix d'énergie en 2022. Un contexte budgétaire plus contraint, le budget santé doit rester prioritaire. Une inflation plus forte que prévu, 4,1% en octobre 2021 contre 0,9% en janvier, qui
qui s'explique par l'inadéquation entre l'offre et la demande, la pénurie d'approvisionnement et de main-d'œuvre, les fermetures temporaires, les contraintes sanitaires, la hausse importante du prix de l'énergie. Le Covid, une pandémie mondiale qui perdure, des vagues successives de contamination, des variants et enfin des arbitrages plus complexes. Il va falloir prendre en compte le contexte mondial avec les écarts entre les pays avancés, émergents ou en développement, sans oublier cette guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine qui ne sera pas sans conséquences. En France, la loi de finances 2022 prévoit un ralentissement de la croissance, 4%, et une évolution des prix hors tabac stable, plus 1,5%. Certaines dispositions de cette loi de finances impacteront les collectivités sur principalement leur fiscalité et leur dotation. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la fiscalité, ça reste la principale recette des communes. La pandémie a pour conséquence une diminution de 9,4% de l'épargne brute consolidée des collectivités locales par rapport à 2019. Le rapport Cazeneuve de juillet 2020 formule des recommandations. Par exemple, en ce qui concerne les communes, développer des outils budgétaires et comptables, par exemple, constitution de réserves anti-crise. Pour les départements également touchés, révision de leurs ressources et de leur périmètre de responsabilité. Pour les régions, encadrement à la hausse ou à la baisse des variations de ressources. En matière de fiscalité, la loi de finances 2022 prévoit une revalorisation des bases locatives cadastrales. Celles-ci sont fixées en fonction de l'évolution de l'inflation. Le calcul est fait selon l'IPCH, à savoir l'indice des prix à la consommation harmonisé. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, pour 2021, l'IPCH s'élève à 0,2%. Puis une hausse importante en 2022 qui va jusqu'à 3,4%. Pour Trélière, les services finances sous-estiment toujours un peu les recettes dans le budget. Nous pouvons envisager une hausse de 100 000 € au BP 2022 par rapport au compte administratif 2021. C'est-à-dire au CA 2021, nous avons perçu 5 549 162 € et au BP 2022, nous pouvons chiffrer d'ores et déjà à 5 650 000 €. S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, le projet de la loi de finances 2022 a fixé le montant de la DGF, dotation globale de fonctionnement, à 26,786 milliards d'euros, en progression de 27,7 millions d'euros par rapport à 2021. Cette dotation est stable, mais compte tenu de l'évolution des prix hors tabac, je le disais tout à l'heure, plus 1,5%, le pouvoir d'achat de la DGF continue de diminuer. Cette dotation est en baisse depuis 2014, comme vous pouvez le voir sur le graphique, puis stable depuis 2018. Trélière a subi une baisse drastique des dotations d'État. De 2018 à 2012, une augmentation de 13%. À partir de 2013 jusqu'à 2016, une forte diminution allant jusqu'à 23%. De 2017 à 2021, une légère remontée de 10%. Cette année, aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF. La loi de finances prévoit une réforme des critères de répartition et des modalités d'ajustement de calcul suite à la suppression de la taxe d'habitation. Pour 2022, le montant total de la DGF à Trélière devrait s'élever à 1 040 000 €. Le contexte pour Trélière, une forte croissance démographique. Au 1er janvier 2020, il a été recensé 9 457 habitants, le dernier recensement de l'INSEE, répartis ainsi de 0 à 19 ans 30%, les 20-64 ans 58%, les 64 ans et plus 12%. Pour information, au 1er janvier 2022, la population à Trélière est estimée à 9 863 habitants. Il a été prévu au PLUI un nombre moyen de logements annuels fixé à 90. À titre d'information, pour 2017, nous avons eu 74 logements achevés, 149 nouveaux logements déclarés via les permis de construire. Je vous précise que de 2000 à 2009, nous avions une moyenne de 65 nouveaux logements par an. En 2021, nous sommes à 85 logements achevés pour 94 nouveaux logements déclarés. En résumé,
Entre 2017 et 2021, nous avons une moyenne de 68 logements achevés et 111 nouveaux logements déclarés annuellement. Deuxième phénomène à prendre en compte sur Trélières, une forte croissance des effectifs scolaires. La rentrée scolaire 2013, nous avions 997 élèves. La rentrée scolaire de 2021, 1367 élèves, soit 370 élèves supplémentaires en 8 ans. Ce qui nous fait une hausse de 37% des effectifs scolaires, sachant que nous faisons face à une progression constante à chaque rentrée. La démographie de la commune est telle que nous devons continuellement adapter notre capacité d'accueil. Ce n'est pas sans conséquences financières sur le budget communal, car cet apport de population nécessite le renforcement ou la création des services publics. On pense bien évidemment aux structures d'accueil, les 0-3 ans, aux écoles maternelles et primaires, aux équipements sportifs. Notre objectif étant d'accueillir les nouveaux habitants dans des conditions optimales. D'où une adaptation des équipements publics existants et le développement de nouveaux équipements publics. Par exemple, les bâtiments publics, le pôle enfant solidarité avec cette année un agrandissement du multi-accueil, passant de 35 à 50 places, des établissements scolaires à redimensionner, des extensions de locaux, des créations de nouvelles classes, des équipements sportifs couverts et de plein air, tant pour le milieu scolaire qu'associatif, des salles municipales ouvertes aux particuliers et aux associations locales, et dernièrement la salle Boris Vian à destination des groupes de musique. Des réflexions sont menées quant à la création des futurs équipements publics, on en reparlera un peu plus tard. Un tiers-lieu à la Ménardet, une école de musique dans le centre-ville, un théâtre de verdure dans le parc du Haut-Chèvre, entre autres. Objectif de la commune, une double maîtrise, une maîtrise de la fiscalité et une maîtrise de la dette. Maîtrise de la fiscalité, notre souhait est de limiter la hausse des taux d'imposition pour qu'elle reste acceptable pour les contribuables. Pour rappel, il n'y a eu aucune augmentation des impôts depuis 2008, avec pourtant une transformation de notre commune depuis 2012, qui n'a jamais été aussi attractive. Je vous le rappelle encore, une école maternelle, la médiathèque, des nouveaux équipements sportifs, un quartier d'habitat face à la mairie, un pôle enfant solidarité multi-accueil, pôle médical, des accessibilités, des déplacements plus sûrs. Double maîtrise, donc fiscalité et la dette. Des réflexions sont en cours pour maîtriser au mieux les dépenses afin de réduire notre capacité de désendettement. Soucieux de dégager un niveau d'épargne nette plus convenable, une capacité de désendettement à 6 ans, la volonté de l'équipe municipale est de diminuer les frais de fonctionnement, et ce, dès ce budget 2022. Budget qui, je vous le rappelle, vous sera présenté au prochain conseil municipal. Les orientations budgétaires 2022. On peut passer à la diapositive suivante. La capacité d'investissement communal. Il s'agit d'une composante majeure quant à la réalisation prévisionnelle de nos investissements sur ce mandat, où nous avons chiffré 17 684,020 millions d'investissements courants et nouveaux pour un emprunt prévisionnel de 3 298 000 euros, soit 18,65% de la totalité des investissements. Je vous rappelle que les investissements enrichissent notre commune, la maintiennent attractive, ils permettent de poursuivre le développement de l'offre de services à la population et la qualité de nos infrastructures. Diapositive suivante, merci. Notre objectif est le maintien d'un niveau d'épargne brute suffisant. Ce graphique démontre des perspectives 2022-2025 établies à partir des résultats de l'audit financier présenté en novembre dernier. Il est prévu une évolution linéaire de 3,5% des recettes en bleu et 4% des dépenses en rouge. S'agissant des recettes, après le pic de recettes exceptionnelles en 2019, nous constatons une stabilisation sur les années 2020 à 2023, puis une légère croissance en 2024, où nous envisageons la reprise d'une partie des provisions constituées, 500 000 euros. Pour 2022, les recettes devraient s'élever à 10 591 509 euros, soit moins 1,12% par rapport à 2021. Il s'agit d'une sous-estimation prudente de nos recettes. S'agissant des dépenses, elles sont en progression linéaire.
Pour 2022, elle devrait s'élever à 9 803 898 €, soit plus 7,73% par rapport à 2021. D'ores et déjà, nous recherchons des pistes pour diminuer ces dépenses dès cette année. Et enfin, s'agissant de l'épargne brute, je vous rappelle que ce sont les recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement. C'est ce que vous voyez à l'écran, ce sont les barres en bleu. Elle serait de 1 114 845 € en 2022, pour un encours de dette à 5,89 €. Excusez-moi. Le seuil d'alerte étant fixé à 12 ans. La marge de manœuvre devrait s'accroître après 2025 si là aussi nous avons une reprise d'une partie des provisions constituées. Des efforts sont nécessaires pour retrouver une épargne brute suffisante à la fin de ce mandat. Je vous rappelle qu'il s'agit là de prospective. En ligne jaune, le seuil d'alerte qui est limité à 10%. En ligne rouge, le seuil d'alerte limité à 7%. 2019, nous avons un pic en raison des très bons résultats grâce aux recettes exceptionnelles. Puis progressivement, de 2020, notre taux d'épargne s'élève à 12,88%. À 2024, où il est envisagé 11,77%. Pour information, le taux moyen d'épargne brute d'une commune est de 13%. Les recettes de fonctionnement et les recettes réelles pour 2022 sont estimées à 10 591 509 €, l'équivalent de 1 089 € par habitant sur Trélières, la moyenne nationale étant de 1 133 €. Pour information, en 2021, elle s'élevait à 10 711 789 €. Comme à l'accoutumée, il s'agit d'estimations prudentes des recettes. Prospective jusqu'en 2024 des recettes de gestion. En 2019, de couleur vert, vous avez les recettes exceptionnelles comme déjà précisé, à savoir l'intégration d'une partie des résultats du budget assainissement avant transfert à la CCEG, l'intégration des résultats de la ZAC de Virlot avant l'attribution à un nouvel aménageur et le boni de la ZAC de Virlot. En bleu, ce sont les produits du domaine du service et des ventes. Ce sont les recettes des écoles, restauration, périscolaire, centre loisirs, concession cimetière. Prévision d'une progression de plus 3,5%. Pour info, en 2020, nous avons réalisé 1 692 093 €. En prévision 2025, ça serait de l'ordre de 1 988 450 €. En vert, ce qu'on ne voit plus beaucoup sur le graphique, ce sont les autres produits de gestion courante, sans évolution vu le faible montant qui s'élève entre 47 000 et 48 000 €. Autres produits de gestion courante, ce sont les logements que loue la commune. Prospective sur la dotation globale de fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, nous avons une stabilité entre 2018 et 2021. 2022 et 2023 sont en légère hausse et une diminution à partir de 2024. Le bleu ciel a disparu. C'est la perte de la dotation de solidarité rurale, car Trélières sera dans la strate des plus de 10 000 habitants. En contrepartie, la dotation nationale de péréquation en orange augmentera progressivement et de façon pérenne. Cette dotation est calculée par tranche de population. Au départ, elle diminuera car la commune approche du haut de sa tranche actuelle et devrait remonter progressivement, lorsque la commune franchira le seuil des 10 000 habitants, vraisemblablement en 2024. S'agissant de la dotation de solidarité urbaine, dans la légende, c'est un petit point vert, mais nous ne l'avons pas. Il faut avoir certains critères, il faut obtenir certains critères qui doivent être atteints. À ce jour, il n'est pas certain que Trélières y soit éligible. Pour rappel, l'audit financier l'avait inclus dans ses prospectives. En conclusion, sur cette diapositive, la DGF que nous percevons reste faible. Elle représente en effet 109 € par habitant, alors que la moyenne nationale est de 153 € par habitant. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses réelles pour 2022 sont estimées à 9 803 898 000 €. Pour info, en 2021, elles étaient à 9 099 858 €. Le ratio des dépenses par habitant à Trélières s'élève à 976 € par habitant, la moyenne nationale étant de 935 € par habitant. Prospective sur les charges de gestion.
charges de gestion qui comprennent les charges à caractère général et autres charges de gestion courante. Nous avons une hausse linéaire et en constante évolution. Les charges à caractère général en vert, il s'agit du bon fonctionnement de la collectivité, eau, électricité, alimentation, petit matériel, progression de 3,9% par an. Par exemple, répondre aux besoins nouveaux en matière d'accueil de la population et plus particulièrement des enfants. Les gares, les écoles périscolaires, les centres de loisirs. Pour 2022, nous prévoyons 2 683 889 €. En 2021, nous constatons une hausse par rapport aux années antérieures. Il s'agit de l'intégration des provisions de 300 000 €. Autre charge de gestion courante en bleu, ce sont les subventions aux associations, la subvention au GIEC. Nous prévoyons une progression minimale de 0,9% par an. Notre prévision pour 2022, nous allons budgétiser 564 729 €. Prospective sur les charges de personnel, la répartition de rémunération entre les titulaires, non-titulaires et autres dépenses. Titulaires, 2 575 000 € pour 2022, soit plus 2,41% par rapport à 2021. Les non-titulaires, 820 000 €, soit 2,1% par rapport à 2021. Les autres dépenses, 2 560 000 €, soit 7,78% par rapport à 2021. Ces autres dépenses, ce sont les charges de personnel extérieur, les apprentis, emplois d'avenir, médecine du travail, les assurances statutaires et les cotisations URSSAF. Total des dépenses de personnel en 2022, 5 995 000 €, soit une augmentation de 4,61% par rapport à 2021. Pour information, je vous rappelle que l'audit prévoyait une hausse de 4,5% par an. Les raisons de cette progression linéaire, la valorisation des carrières professionnelles, le glissement vieillesse-technicité, les avancements d'échelons et de grades, ainsi que les créations de postes en lien avec les nouveaux services à la population. Une nouvelle école demande effectivement du personnel supplémentaire. Les investissements de la commune, 17 684 020 € sur ce mandat, avec un emprunt, je le disais tout à l'heure, de 3 278 000 €. Une perpétuelle recherche de sources de financement subventionnables par nos services, en partenariat avec la CCEG. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un engagement de nos actions énoncées dans notre programme politique. Ce programme électoral a été réfléchi dans le seul intérêt général, un projet de service et de proximité, un bien vivre ensemble. Nous avons revu nos engagements. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences, une population en perpétuelle croissance, des nouveaux arrivants chaque année. En ce qui concerne le tableau, effectivement, je suis un peu désolée, on ne voit pas grand-chose. Je vais juste vous faire une petite répartition en pourcentage sur l'ensemble de ce PPI, que je vais détailler sur la diapositive suivante. 29,20% pour les investissements courants, 12,40% pour le solde des projets antérieurs, médiathèque pour l'enfance, les dépenses obligatoires, le Beaussin et les taxes d'aménagement Ragon, et les montants engagés eau et paysage, rue Poste de Gèvres, rue des Meuniers et la DAP. 1,11% pour les autres dépenses, agencement, aménagement, concession, études, extension des réseaux, et pour terminer, 57,30% pour nos projets d'action, soit 10 132 308 € sur l'enveloppe globale de 17 684 000 €. Les grands projets, on verra un peu mieux. Projection des grands projets 2022, 4,5 millions en 2022. Pour ces grands projets et les investissements courants sur la diapositive suivante. Premièrement, la réunification des places du Champ de Foire et de la Liberté. Nous prévoyons 250 000 €. Réunification qui va permettre l'agrandissement du marché qui, on le voit bien, attire énormément de monde, pour accueillir de nouveaux commerçants ambulants et avoir la sécurité pour les clients. Nous avons des pistes à mener pour d'éventuelles subventions, la dotation de soutien à l'investissement local, dans le cadre de la redynamisation Cœur de Bourg, et pourquoi pas un fonds de concours de la CCEG. Le deuxième projet, l'extension du multi-accueil, 170 000 €. 15 places supplémentaires aux 35 existantes avec une subvention conséquente de la Caisse d'allocation familiale, à hauteur de 80%.
La CAF contribuera également au fonctionnement du multi-accueil. Le reste à charge pour la commune devrait s'élever à 20 000 €. Troisième projet, la rénovation du château du Haut-Gèvres. 400 000 € cette année. Maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie extérieure, métallerie, serrurerie. Une subvention de la région déjà confirmée pour 114 248 €. Une autre subvention en cours de demande au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, pour un montant de 280 000 €. On l'espère, une troisième subvention. Le dossier a été déposé par M. Romain Montchard, que je remercie, auprès de la mission patrimoine. Autre projet, l'aménagement de l'école de musique. 300 000 € cette année. Nous espérons des recettes avec la vente du terrain où est l'actuelle école de musique et des subventions, entre autres, dans le cadre de la DSIL. Programme voirie théâtre de verdure, 500 000 €, dont 100 000 € pour le théâtre de verdure. Il s'agira là d'un nouveau lieu de culture et d'animation en plein air, tout en valorisant et préservant l'intégrité paysagère du parc du Haut-Gèvres. Dans le cadre du plan d'action communal en faveur des mobilités actives, le PACMA, programme voirie, nous allons percevoir une subvention de la région de 40 000 € pour divers travaux réalisés. Réfection de voies vertes, les radars pédagogiques, les abris vélos, trottinettes, école Alexandre Vincent, l'extension zone 30 rue de Vigneux, rue de Sucé et le Choucidou, les marquages vélo-piétons à la Ménardet. Aménagement du bâtiment La Treille pour en faire un tiers-lieu. 300 000 € cette année, qui sera utilisé par les particuliers et les associations. Là aussi, on devrait pouvoir bénéficier de subventions DSIL et du fonds régional. Et enfin, le nouveau groupe scolaire, 100 000 € cette année. Un projet d'école de 13 classes, dont un projet d'une classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, à disposition des élèves porteurs d'un handicap. Une salle sportive et l'ambition d'une structure accueil périscolaire et de loisirs. L'accueil périscolaire et la restauration devront être assurés également sur ce futur site. L'objectif est une ouverture des locaux pour la rentrée scolaire 2025. Sur ce projet, nous percevrons certainement plusieurs subventions aussi. Vous l'avez compris, ces grands projets qui font partie du PPI est ambitieux, maîtrisé, longuement réfléchi pour répondre au mieux aux besoins de la population sur des axes prioritaires qui tiennent à cœur l'équipe majoritaire, à savoir l'environnement, les mobilités, la culture patrimoine, l'aménagement du territoire, participation citoyenne. J'attacherai du prix à tout mettre en œuvre pour bénéficier de subventions et de fonds de concours. En ce qui concerne les investissements courants, outils de travail informatique, véhicules, matériel, 300 000 €, travaux sur les bâtiments, 550 000 €, dont 250 000 € pour le changement de couverture et les panneaux photovoltaïques du centre technique municipal, 100 000 € pour le préau de l'école Alexandre Vincent, 100 000 € pour la réfection du sol de la salle Marathon. En ce qui concerne l'agenda d'accessibilité programmée, la DAP, 40 000 €. Ça sera l'accessibilité à la salle Olympie, la création de vestiaires pour les personnes à mobilité réduite, le reversement à la CCEG des travaux du parc du Haut-Gèvres, eau et paysage, 720 000 €. Sur cette opération, je vous confirme une subvention en recettes d'investissement de 253 000 €. S'agissant de cycling ou et paysage, je vous rappelle les réalisations faites en 2021, le secteur de la boisserie, l'aménagement du square auprès de l'église, l'aménagement du parking en face de la pharmacie, place du Champ de Foire. L'éclairage public, 50 000 €, il s'agit de remplacement ou d'extension. Et enfin, les dépenses imprévues, 150 000 €, montant qui ne devrait pas être totalement utilisé. Dette et solvabilité. Prochaine diapositive. Voilà. Prospective sur l'encours de dette jusqu'en 2025. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'emprunt depuis 2019 et ce jusqu'en 2022. Un emprunt à partir de 2023 qui sera lissé sur 3 années dans le cadre de la construction du futur groupe scolaire pour un total d'emprunt de 3 298 000 €. L'audit prévoyait un emprunt de 2 840 000, soit une différence d'environ 500 000 €. Cette augmentation d'emprunt engendre systématiquement une remontée de l'intérêt de la dette à partir de 2025, ainsi que le capital à rembourser.
Pour l'exercice 2022, l'encours de dette s'élèvera à 6 558 443 € au 31 décembre 2020, contre 7 408 443 € au 31 décembre 2021. Les intérêts de la dette, nous prévoyons 110 000 €, soit moins 3,9% par rapport à 2021. Un capital à rembourser, prévision de 850 000 €, soit 2,54% supplémentaire par rapport à 2021. Et enfin, un encours de dette à la baisse au 31 décembre 2022, je vous le rappelle, 6 558 443 €, soit moins 11,47% par rapport à 2021. La dette de la commune est maîtrisée. Nous parlons ici de la capacité de désendettement en bleu. Il s'agit du nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette. Le seuil d'alerte, la ligne en rouge, est à 12 ans. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, notre capacité de désendettement est bien en dessous de ce seuil depuis 2018. 2019, 2 années 24, 2020, 6,14, 2021 à 2020, nous sommes en dessous de 6 ans. Notre encours de dette par habitant s'élève à 663 €, la moyenne nationale étant de 860 €. Deuxième ratio, la dette par rapport à nos recettes de fonctionnement, elle est de 68,62%, la moyenne nationale étant à 76%. Vous le voyez, 2025 remonté à 9,43 années, la moyenne nationale est fixée à 8 ans. Ce graphique révèle des écarts par rapport à l'étude financière présentée en novembre 2021. Il se justifie par deux éléments, l'encours de la dette et l'épargne brute. L'encours de la dette, l'étude financière prévoyait un emprunt de 2,4 millions entre 2023 et 2025 pour un PPI de 17 millions. La présente prospective prévoit un emprunt de 3,3 millions pour un PPI de 17,7 millions. Par conséquent, l'encours de la dette sera supérieur à ce qui était prévu. Épargne nette, le cabinet a mesuré l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement au regard d'un compte administratif estimé en septembre 2021, ce qui permettait de dégager une épargne brute à plus d'1 million en 2025. Ce présent rapport d'orientation budgétaire a été réalisé à partir du compte administratif réel, ce qui réduit l'épargne brute en 2025 à près de 800 000 €. Pour conclure, une réflexion est en cours sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, sur les périmètres de gestion, ainsi que sur les produits de services, afin d'améliorer l'épargne brute et donc de réduire la capacité de désendettement de la commune d'ici 2025. J'espère avoir été assez explicite et je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. Donc on va ouvrir le débat. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous en avez sans doute. Donc Monsieur Renou. Ça marche? Oui, nous avons bien sûr des commentaires à faire sur ces orientations budgétaires pour notre commune. Donc nos premières remarques concernent le budget 2022. Le taux d'épargne, donc comme vous l'avez rappelé, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, c'est l'indicateur clé. Il passe de 15% en 2021 à 10,38% pour 2022. C'est sur la page 49, vous avez montré le schéma. C'est la première fois en 20 ans que ce taux d'épargne est aussi bas. Ce n'est pas une surprise, l'audit financier il y a quelques mois nous avait prévenu. Et justement, c'était l'occasion de lancer un quasi-plan Marshall pour revoir les priorités et la structure et donc la dynamique du budget de fonctionnement pour inverser la tendance. Sur cette année 2022, les chiffres que vous nous présentez, il n'en est rien. Donc nous ne satisfaisons pas de cette situation financière qui nous paraît du coup très inquiétante pour 2022. La Chambre régionale des comptes a rappelé les deux principes de la comptabilité publique que sont le principe de précaution et de prudence. Je cite le rapport de la Chambre régionale des comptes. La fiabilité des comptes a été obérée par le défaut d'inscription de provisions pour risques contentieux, alors que la commune en avait l'obligation. Elle a donné de fait une image insincère de sa situation financière. Cela continue sur le budget 2022. En effet, la commune a une procédure judiciaire en cours qui est le rachat du gamme vert. En première instance, la commune devait racheter le gamme vert pour 780 000 €. La commune a fait appel, mais le risque que la justice confirme cette première décision reste très fort. Il faut donc provisionner ce risque. C'est une obligation.
Il faut provisionner 780 000 €, alors sur 3 ou 5 ans, ça c'est après des détails comptables, mais en attendant, il faut la provisionner, c'est une évidence. Et je rappelle à ce titre la recommandation numéro 9 du toujours rapport de la CRC, provisionner le montant de la charge qui pourrait résulter de l'ensemble des contentieux en cours et constituer des provisions adéquates dès l'ouverture d'un contentieux sur la commune. C'est le cas avec le contentieux Gamme Vert. Pourquoi vous ne le faites pas sur l'année 2022 ? Alors, j'aimerais répondre sur Gamme Vert. Sur Gamme Vert, l'acquisition de Gamme Vert. On n'a pas été au PPI pour la simple et bonne raison, c'est que le premier contentieux a été mis en suspens. La commune ayant porté plainte contre le Terrena pour fraude. Et cette acquisition ne devrait pas se faire durant ce mandat. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas inscrit au PPI, parce que d'après les renseignements que nous avons, c'est une affaire qui va durer, qui va traîner en longueur, et elle ne sera pas jugée et traitée sur ce mandat. Je précise qu'on l'avait déjà dit en commission ressources. Par contre, s'agissant des budgets 2022, je l'ai dit aussi pendant la présentation du budget programme, des réflexions sont encore menées, donc il sera présenté le mois prochain. Je me permets de répondre à vos arguments. En commission, vous nous avez dit que le recours, il fallait 2 à 3 ans, donc c'était 2024, sans doute 2025, pour la décision de ce recours. Donc on est bien sur le mandat présent, on n'est pas en dehors du mandat. Et de plus, un contentieux, l'amortissement reste un contentieux ouvert. Et donc il y a l'obligation de provisionner, quel que soit le risque. Et donc à partir de là, voilà, vos arguments nous semblent vraiment totalement insuffisants. Nous pensons que c'est une décision purement politique, parce qu'une provision supplémentaire de 260 000 € par an, ce qui serait le cas pour provisionner ce contentieux, ça fait tomber l'épargne brute à 8%, sous le seuil d'alerte de 10 et tout près du seuil limite. Donc sans compter en plus les répercussions négatives qu'une nouvelle provision pour contentieux enchaîne sur les calculs des capacités d'investissement. Et donc c'est sûr, hein, vous ne voulez pas montrer cela, mais par contre cela va dans le sens où ce budget n'est pas sincère et pour reprendre les termes de la CRC. Donc vous allez voilà, nous forcer à en informer le contrôle légalité, parce que le contentieux est bien ouvert, il n'est pas suspendu, enfin il est ouvert, il est peut-être suspendu parce qu'il y a appel, mais il n'est pas fermé. Vous avez dit qu'il était suspendu. Ce contentieux suspendu n'est pas un contentieux clos, et les risques ne sont pas clos. Nous avons donc aussi des remarques sur les perspectives 2023-2026. Alors vous présentez donc vos prévisions pour le budget de fonctionnement jusqu'en 2025, ainsi que pour le budget investissement. Alors sur le fonctionnement, je reprends notre précédente remarque, qu'une provision pour risque sur le contentieux Gamme Vert, on devrait voir s'étaler sur plusieurs années. Et donc l'épargne présentée est, selon nous, surestimée, celle qui est présentée, elle est surestimée de au moins 780 000 € jusqu'en 2024. De plus, la communauté de communes a lancé son avertissement la semaine dernière lors du conseil communautaire du 23 février. Je cite, alors le président de la communauté de communes n'est pas là avec nous ce soir, mais je cite son vice-président en finance: « Réaliser le projet de mandat de la CCEG, ça ne passe pas. Il est nécessaire de faire dès 2022 des arbitrages budgétaires de fonctionnement. Cet effort est à faire tant sur les dépenses communautaires que sur les dépenses de reversement aux communes et les prises en charge par la CCEG des dépenses communales. Donc dès 2022, connaissant cette réalité, on devrait voir cette prudence sur les reversements de la CCEG sur notre commune. Rien dans cela, de ce que nous avons vu dans les tableaux que vous nous avez présentés. Pourquoi ces réalités sont ignorées ? Non, elles ne sont pas ignorées, c'est tout simplement que je n'ai pas abordé les chiffres aujourd'hui, puisqu'on avait j'avais vraiment tout détaillé en commission ressources, donc là je suis un petit peu surprise. Écoutez, la commission ressources s'est passée bien avant la commission ressources, Madame Grelot, s'est passée bien avant le conseil communautaire. Moi, j'ai appris ça au conseil communautaire. Vous faites partie de la commission finance qui a eu sa commission pour discuter plusieurs fois et d'ailleurs faire un rendu qui a été
expliqué aux conseillers communautaires le 23 février dernier. Vous participiez à cette commission, vous connaissiez tous ces détails depuis sans doute plusieurs commissions, puisqu'il a fallu travailler le rendu qui a été fait en conseil communautaire. Donc si vous ne nous avez pas parlé en commission municipale, c'est quand même pas de notre faute. Donc voilà, nous réitérons notre remarque. Il y a des réalités pessimistes de financement de la commune qui ne sont pas prises en compte dans vos prospectives financières alors qu'elles sont annoncées et que vous êtes au courant. Donc pour finir sur vos perspectives du budget de fonctionnement, force est de constater aussi que l'augmentation des impôts que vous avez décidé et que vous avez annoncé ne suffira pas à retrouver une épargne suffisante puisqu'elle s'affiche à peine à 7%, donc tout proche du seuil limite, en 2025. Alors maintenant, on va passer à nos remarques sur les investissements. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, ça fait 1 an qu'on vous demandait votre plan pluriannuel d'investissement suite à vos annonces et vos promesses de campagne. Donc ce soir, on les a, tact. Mais vous nous confirmez que nous passons d'investissements promis il y a un peu plus de 18 mois de 22 millions sans emprunt à peine 14 millions d'investissements sans emprunt sur le mandat. Donc voilà, maintenant c'est confirmé. Alors sur les investissements, tout ce que nous venons de dire sur justement ce qui permet les investissements, c'est-à-dire l'épargne, nous pousse à la prudence et à faire des choix sur les projets qui sont absolument prioritaires pour la commune. Et à cantonner tous les autres projets comme hypothétiques et faisables, si et seulement si la prospective financière se révèle meilleure année après année. Ça nous semble une logique de gestion de base. Pour nous, le sujet primordial, c'est la future école. Je ne vais pas passer du temps à démontrer le manque d'anticipation qui vont amener 3, 4, voire 5 classes en préfabriqué, en modulaire dans les écoles d'ici 2025. Mais votre projet d'école est financé dans le PPI avec une enveloppe de 6 millions d'euros TTC. 6 millions d'euros TTC, vous l'avez dit, 13 classes, un restaurant scolaire, toutes les infrastructures de stationnement et autres qui vont, salle informatique, j'espère une cour d'école inclusive, une salle ULIS comme vous l'avez annoncé, et une salle aussi de sport pour permettre la pratique du sport dans un lieu abrité. Or, nous sommes renseignés le projet d'une école primaire de 12 classes, avec restauration comprise à quelques kilomètres de Trélières, projet qui en est à son instruction PC, donc on peut dire quand même que son financement et son programme est proche des réalités du moment, est à 6 millions d'euros également. Le projet de Trélières, c'est une classe de plus, une salle de sport en plus, au moins. Donc, nous attendons toujours vos références qui vous ont fait décider sur ces 6 millions d'euros pour l'école, parce que nous en trouvons des biens surestimés. Enfin, pas surestimés, mais supérieurs, pardon. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, on n'a encore rien, aucune vraie référence. Donc l'enveloppe à 6 millions d'euros est manifestement sous-évaluée, et c'est sans compter la hausse massive et durable des coûts de construction que tout le monde constate cette année. À cela s'ajoute également la nouvelle réglementation thermique RT 2020, qui va encore renchérir le prix de ce projet, et c'est normal, puisque c'est pour le bien, on va dire, du bâtiment et des consommations énergétiques. Ceci dit, voilà, on le redit, et j'espère, on verra ce que l'étude du programmiste qui sera bientôt choisie donnera, mais pour nous, cette enveloppe de 6 millions d'euros est largement sous-estimée. La deuxième priorité pour nous, pour notre commune, c'est qu'elle réussisse sa transition énergétique. Alors, elle va y être forcée avec l'application du décret loi tertiaire. Alors, vous me permettez une seule minute de pédagogie pour nos concitoyens. La loi tertiaire, c'est d'ici 2030, une loi, donc l'État, qui oblige toutes les collectivités à baisser la consommation énergétique de 40% pour ces bâtiments. Et pour Trélières, c'est une quinzaine des bâtiments de la commune qui sont concernés. Cette baisse, cet objectif de consommation énergétique allant jusqu'à 60% pour 2050. Alors on va oublier 2050 pour l'instant parce que bon, faut pas non plus exagérer, on va rester sur l'objectif de 40% pour 2030, dans 8 ans.
Dans ces bâtiments, il y a notamment donc les écoles qui sont concernées, les salles de sport, tout l'ensemble des bâtiments autour de la mairie, etc. À l'automne, 2 audits énergétiques ont été faits sur les 2 écoles publiques, pour commencer à y voir clair. Ce diagnostic est un très bon indicateur de ce qui nous attend. Ces 2 audits démontrent la nécessité d'investir au minimum 500 000 € rien que pour ces 2 écoles. Et je dis bien au minimum selon les scénarios. Pour ces 2 écoles, donc 2 bâtiments sur la quinzaine de bâtiments publics, pour être en accord avec la loi pour 2030. Dans votre PPI, vous ne prévoyez sur la ligne donc, développement durable, économie d'énergie, que 210 000 € d'ici 2025 pour l'ensemble des bâtiments. Alors c'est complètement insuffisant. Ce PPI est délibérément sous-dimensionné sur ce sujet, quand on sait que pour la seule salle Olympie, c'est entre 1 million, voire jusqu'à 2,5 millions d'euros qui vont être nécessaires selon les différents scénarios. Donc on mesure l'effort à réaliser qui n'est absolument pas anticipé dans ce PPI. Alors les très lirins pourraient croire qu'on aura les moyens d'avoir ces millions d'euros qui vont nous être nécessaires entre 2026 et 2030, mais que ce soit l'audit financier ou votre prospective, d'ailleurs qui est un petit peu plus pessimiste que l'audit financier, les 2 prévoient de toute façon, globalement, une épargne et un endettement qui ne permettront pas d'investir massivement entre 2025 et 2030. On a donc un gros problème. Notre conclusion est très claire, il faut faire dès cette année une véritable remise en cause des dépenses et recettes de la commune pour inverser la tendance. Il faut supprimer tous les projets sans enjeu majeur, tant que les obligations d'investissement pour la commune ne sont pas plus claires, connues et garanties. Et notamment pour l'école, elles ne sont pas garanties puisque le programme n'est aujourd'hui même pas financé et connu. Ainsi, parmi tous les projets du PPI, nous demandons la suppression des projets avec un enjeu faible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il y a des enjeux plus faibles, plus forts, afin de dégager 750 000 € à 1 million d'euros. C'est possible, vu le petit tableau, là, enfin le grand tableau, mais un petit caractère qu'on a vu tout à l'heure. Pour dégager des marges, et pour faire face à ce qui aujourd'hui n'est pas sûr, mais qui peut arriver, c'est-à-dire l'achat du gain vert, le surcoût de l'école et les obligations d'investissement pour la loi tertiaire. Rien n'empêchera de lancer ces projets plus tard, si vraiment chacun de ces projets est d'intérêt public, comme la réunification des 2 places par exemple, et si surtout on en a les moyens. Car aujourd'hui, on met les petits projets à faible enjeu d'abord, et on relègue les projets à gros enjeux à la fin du mandat, alors qu'on ne sait pas si on pourra les financer. Donc vous écrivez qu'une réflexion est engagée, soit, et pour l'instant vous menez la commune, selon nous, dans l'impasse, vu ce que vous avez présenté ce soir, et cela, évidemment, continue de nous inquiéter. Si je vous écoute, monsieur Renaud, c'est catastrophique. Vos scénarios sont tous catastrophiques. C'est pas catastrophique, mais c'est pas prévoir, c'est pas prévoir, c'est pas gérer, tout ça. Je suis un peu étonné de vos remarques. Ce scénario, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on va dans le mur, qu'on n'a rien prévu, on ne sait pas gérer, on va pas. Quand vous parlez de 2040, 2050, 2030, tout ça, on est conscient, on n'est pas fou, on est conscient qu'il y a des efforts à faire sur tout ce qui est économie d'énergie, tout ça, on n'est pas fou. Mais quant à l'école, je vous l'ai dit, 2 fois ou 3 fois de suite déjà, l'école, 6 millions, on a mis une enveloppe de 6 millions forcément, et c'est une école qui peut être aussi évolutive, parce qu'une école, on a besoin de maximum de 12 ou 14 classes, mais peut-être pas 12 ou 14 classes dès 2025. Donc ça peut être une école aussi évolutive. Donc là-dessus, on travaillera aussi là-dessus, parce qu'on est conscient que ces 6 millions-là peuvent être nécessaires de suite pour être peut-être évolutive après, mais on n'a peut-être pas besoin d'une école de 6 millions tout de suite en 2025, parce qu'on n'aura peut-être pas besoin de 14 classes en 2025. Donc tout ça, c'est à étudier, on est pour l'instant sur l'étude, et tout ça, nous déjà, vous annoncez tout de suite 6 millions, ça ne suffira pas, c'est votre réflexion, c'est pas forcément la même. Voilà. Et le Galbert, je vous ai répondu, exactement ce que je pense, et c'est réaliste, parce qu'on a plus des renseignements, donc on vous a amené sur le Galbert, ça vous a pas donné le pays. Voilà, donc le reste, on est conscient qu'il faudra faire des efforts d'économie d'énergie sur les années à venir, on est très très conscient de ça. On a quand même mis 250 000 € sur ce mandat-là déjà, c'est une approche raisonnable et raisonnée. Voilà, donc
nous on est confiants, on a un pays qui tient la route, on a un endettement qui est raisonnable, qui reste raisonnable. On a quand même, je rappelle quand même, depuis 2019, on fait aucun emprunt sur 4 ans. L'emprunt, vous pouvez le voir, sur 17 millions, un peu plus de 17 millions d'investissements, il est très faible puisqu'il est de 3 millions 200 et quelques mille, donc ça reste raisonnable. Et on aura un petit pic en 2025 à cause de l'emprunt de l'école, mais après 2026 et 2027, ça va redescendre également, l'endettement va baisser. Donc on n'est pas du tout comme vous, on est plus optimiste que vous, et voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est notre vision des choses, c'est pas la même que la vôtre, c'est comme ça. Mais forcément, ça vous arrange de noircir les chiffres, de grossir les chiffres, et de faire peur aux gens, mais vous savez, on est là depuis une dizaine d'années à gérer la commune, je crois qu'on a bien géré la commune. On a transformé la commune, on a absolument pas endetté la commune, on n'a pas augmenté les impôts, on augmente les impôts d'une année en 2023 qui est de 4%, c'est ce qu'on propose. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable et acceptable pour les Ukrainiens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur vos questions. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, remarques, je vais conclure sur ce débat. Je peux me permettre, monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Sur les économies d'énergie, si je peux me permettre d'intervenir, parce que je suis premier concerné étant l'adjoint délégué à ce sujet. Effectivement, un budget qui me paraît un peu faible, que j'ai voulu un peu plus important. Mais en travaillant et en recherchant, nous pourrons trouver des financements très importants, quotidiens très importants. Donc déjà, ce budget, vous pouvez le multiplier par 2, sans problème. Et vous aurez bientôt, les services travaillent dessus, une réunion, j'en ai parlé peut-être avec on a évoqué avec M. Boulzenec, certains sujets. Ce qui vont nous permettre, dès cette année, on vous a parlé du centre technique et l'installation de systèmes solaires, avec d'autres choses, notamment une transformation par hélice. Au lieu d'avoir 2 compteurs, on va en avoir qu'un seul. Voilà, donc une diminution importante, ce qui va nous permettre de faire des économies. Sur 5 ans, c'est presque 100 000 € d'économies. Ces 100 000 €, on espère pouvoir les investir. Déjà, c'est 100 000 € de plus. Vous avez de la subvention. Vous avez un gros travail de fait aussi par M. Combat au niveau sportif. Beaucoup pas d'associations, mais de fédérations recherchent et ont des financements par l'État pour installer des choses. Que ce soit chaudière bois, que ce soit des panneaux solaires, etc. Donc c'est subventionné par du privé. Ça coûte 0 à la commune. Très peu à la commune, c'est que de l'étude. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont venir, hein. Forcément on va les partager avec vous. Aujourd'hui je vous donne des pistes. La CCEG, M. Lara malheureusement n'est pas là, mais la CCEG a quand même engagé du personnel pour travailler à ce sujet, trouver des financements. On a déjà des retours plutôt positifs. C'est vrai qu'il y a quelques mois on a demandé des choses, il n'y avait pas de grandes choses, mais le plan de relance économique de l'État va permettre aussi de dégager des budgets. Alors on n'aura pas des milliards, on n'aura pas des millions, mais on aura quelques centaines de milliers d'euros qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, qui va nous permettre d'économiser. Donc ça c'est important. Et à travers ces économies, on va pouvoir faire des choses. Voilà ce que je tenais à dire. Écoutez, on est très content de vous entendre dire tout ça, mais ça reste beaucoup de paroles, donc il faut en venir aux faits maintenant. Si on est si sûr de pouvoir financer tout ça, mais il va falloir aussi l'inscrire dans le PPI, prouvez-le, parce que jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, le problème c'est que dans d'autres collectivités, on ne voit pas cette espèce d'élan fabuleux qui tombe du ciel pour financer tout ça. Tout le monde se pose des très grosses questions. Donc si on ne s'en pose pas à Trier parce qu'on est très confiant pour l'avenir, tant mieux. Mais nous, on est un petit peu plus méfiants et un petit peu plus vigilants. Voilà. Et de la dire que ce n'est pas sincère, Mme Polo vous l'a dit, on a essayé de plutôt sous-estimer un peu ce budget pour avoir de bonnes surprises, comme il a pu se passer depuis quelques années. La sincérité du budget, M. Chapeau, c'est sur une obligation de prise de provision. On ne sait pas du tout à voir avec le PPI. C'est un manque pour nous d'estimation sur le PPI, sur le coût que ça va avoir de s'aligner pour la loi tertiaire. C'est un problème d'estimation, mais l'insincérité du budget, elle est sur prise en compte d'une provision. Et voilà, il ne faut pas confondre les choses. Alors, sur les investissements, c'est très bien, vous critiquez, mais quels coûts vous pouvez faire, quelles économies vous pourriez vous proposer pour justement sortir une épargne budgétaire confortable. Donc,
ça, il faut que vous ouvriez un petit peu plus la transparence de la gestion de la municipalité. On se met tous autour d'une table et on peut travailler, il n'y a pas de problème. Mais il est évident qu'avec le peu d'informations que vous donnez, c'est difficile d'avoir des réponses qui peuvent être pertinentes. On ne veut pas non plus dire n'importe quoi, mais ouvrez un groupe de travail pour mettre tout sur la table, et croyez-moi, et on le sait, et on le fait à chacune des commissions ou des groupes de pilotage quand vous voulez bien nous inviter et les animer et les faire vivre, on est porteur de propositions. Très bien. On s'arrête là, donc je vais conclure sur ce débat. Donc d'abord, je tenais à remercier les services pour ce travail mené sur la notation budgétaire 2022, ainsi que Mme Boulot pour sa présentation. S'agissant des chiffres 2022-2025 présentés ce soir, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de prospectives, des hypothèses d'évolution couvrant d'une année sur l'autre. Il existe de nombreuses incertitudes. La situation conjoncturelle, le contexte sanitaire, économique, politique rendent les perspectives impondérables. La hausse de la dette publique ne va-t-elle pas être répercutée sur les collectivités? Les subventions et contributions de l'État aux collectivités ne vont-elles pas être revues à la baisse? Le contexte financier sur ce mandat exige encore plus de prudence et de responsabilité. On en est conscient. Nous accueillerons au plus juste, tout au long de l'année, ces perspectives financières pour ce faire dans le cadre des préparations budgétaires. Je demanderai la poursuite des efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, à l'instar de la préparation budgétaire 2022, pour accroître notre épargne et réduire notre capacité de désendettement. La situation financière de notre commune est bonne. Je vous rappelle, je tiens à le signaler, je vous rappelle les observations de la Chambre régionale des comptes à propos des finances de la commune. Une situation financière correcte, des dispositions budgétaires fiables, des procédures et des prévisions budgétaires globalement satisfaisantes. Ça, c'est jusqu'en 2021, monsieur Royer, c'est vrai. C'est le rapport de la Cour des comptes. C'est le rapport de la Cour des comptes. Vous avez raison. Je dirais que vous contestez ce que je dis. Ah, je conteste. Les récents arbitrages budgétaires et les actuels pistes de réflexion, je termine. Les récents arbitrages budgétaires et les actuelles pistes de réflexion devront permettre de limiter les dépenses. Je remercie tous les services et les élus. Le budget primitif, donc 2022, vous sera présenté le mois prochain, au Conseil du 28 mars. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, et puis on va faire aussi, on va faire un zoom très précis sur les dépenses de fonctionnement. Parce qu'on a un levier aussi. Les dépenses de fonctionnement, on va voir si on ne peut pas faire des économies en dépenses de fonctionnement. Donc on a tout un travail d'approche à faire. Tous ces chiffres-là vont affiner, y compris sur 2022, sur tout l'ensemble du mandat. Donc on va essayer de faire des économies. On va sortir un résultat et un endettement raisonnable. Voilà ce que je veux vous dire. Voilà, Isabelle, tu veux... Je reviens à la délibération numéro 1. Il est proposé au membre du conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2022 sur la base du rapport d'orientation joint à la présente délibération. Donc c'est une présentation, on ne veut pas forcément, c'est une présentation ce soir que vous avez été présenté. Donc voilà, merci. J'en ai terminé pour l'ordre du jour. Il y avait je crois, M. Renaud, une question diverse. Oui. Lors du CHSCT du 20 octobre 2021, à la question d'un représentant du personnel sur ce qui serait fait en cas de non-respect par les élus de leur engagement ou devoir envers les agents de la commune, l'élu délégué aux ressources humaines a répondu que les élus concernés seraient écartés. Monsieur le maire, vous avez ajouté que vous leur retireriez leur délégation. La révélation de la presse sur le comportement depuis des mois d'un élu envers les agents, dont le cas a fait l'objet d'un CHSCT extraordinaire le 4 février dernier, nous amène à vous demander quelle est votre décision vis-à-vis de l'élu dont il est question. Alors, il y a une alerte du représentant du personnel sur les comportements inadaptés et répétés d'un élu de l'équipe municipale. Suite à ce CHSCT, j'ai reçu l'élu concerné en présence de mon premier adjoint, M. Gaudrincy. Je vous fais part de ces faits reprochés. Et donc, on lui a fait l'objet d'un ultime recadrage, ça c'est vrai. Sur la question que vous posez, le changement de délégation
relève de la compétence exclusive du maire et cette décision n'a pas à être justifiée ou commentée en conseil municipal. Pour le moment, ce point n'est pas encore à l'ordre du jour. J'ai prioritairement demandé au nouveau directeur général des services de travailler sur une évolution d'organisation des services d'ici l'été prochain. Si des ajustements seraient nécessaires, je serais amené à en faire et faire un retour et vous informer au prochain conseil municipal. Pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Les faits dont font état les représentants du personnel lors du CHSCT sont très graves. En raison de cette gravité, vous avez pris un engagement, monsieur le maire, d'informer les représentants du personnel sur les mesures qui allaient être prises vis-à-vis de l'adjoint suite à un débat qui s'est tenu en bureau municipal le 7 février. La demande des représentants du personnel et du syndicat qui les soutient est très claire. Retirer les délégations de cet adjoint, seule solution pour revenir à des conditions de vie normales et sereines pour les agents municipaux. La réponse promise lors du CHSCT extraordinaire n'a jamais été donnée. De même, en commission ressources, la date annoncée pour cette réponse n'a pas davantage été respectée. La demande des représentants du personnel est justifiée pour 3 motifs. Premier motif, les faits qui se sont déroulés lors du marché de Noël sont reconnus par l'adjoint lui-même. La matérialité des faits est exacte. Deuxième motif, le CHSCT extraordinaire du 20 octobre 2021, vous avez affirmé, monsieur le maire, donc, il y a quelques mois, aux représentants du personnel que vous retireriez les délégations des adjoints dont le comportement ne serait pas respectueux de leur engagement et de leur devoir, notamment à l'égard des agents de la commune. Troisième motif, 2 adjointes ont exprimé leur avis pendant le CHSCT du 4 février. L'une d'elles dit « la personnalité de l'élu concerné pose problème ». Elle ajoute « les élus doivent constamment se battre avec lui ». Pour précision, cet élu est la secrétaire de séance de ce CHSCT extraordinaire. La seconde élue dit de son collègue adjoint qu'il a effectivement une attitude intimidante avec les femmes. Vous avez décidé de ne pas répondre aux représentants du personnel et de ne pas tenir vos engagements, monsieur le maire. Alors, je clôture le débat. D'abord, je vous rappellerai que le CHSCT, ce n'est pas un tribunal contre un élu ou contre un agent. D'ailleurs, après le renseignement que j'ai pris, ça n'a pas dû avoir lieu. Ce n'est pas le lieu d'un CHSCT de juger un élu. La seule personnalité à juger un élu, c'est le maire. La seule personnalité à prendre des sanctions contre un élu, c'est le maire. Ce n'est pas ce soir un conseil municipal, ce n'est pas celui-là, ce conseil que je vais vous donner mes décisions. Je vous rappelle, je trouve un petit peu fort de café, le personnel et surtout, je vous dis, le délégué syndical départemental se comporte comme arbitre et juge pour me donner des leçons sur l'attitude de mon adjoint et de ce que doit prendre comme décision sur un élu. Alors, soyons clairs, il y a 2 choses, il y a les agents et les élus. Un CHSCT, c'est pas pour juger ni un agent qui a fait des fautes, ni un élu. Les élus n'auraient pas dû accepter ce genre de réunion. C'est vrai. Mais j'étais ouvert, je discutais, tout ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'en ai assez dit. C'est pas le lieu d'un conseil municipal de débattre de ce genre de débat, de questionnement que vous faites là. Je trouve que c'est un problème qui est directement au maire. On n'est pas à la conseil municipal pour débattre de ce genre de problème. Je pense que vos engagements, c'est vous qui les avez pris. Les engagements, je les prendrai. Vous avez pris les engagements de CHSCT? Oui. Auprès des agents? Bon, écoutez, au mois d'octobre? Je vous ai répondu, je resterai. Voilà, donc alors, je termine simplement, je vous informe simplement avant de quitter excusez-moi, monsieur le maire, je mets une information diverse concernant les élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains. Je vous confirme le maintien de 8 bureaux et non, comme nous l'avons proposé, 10, selon un redécoupage de la carte électorale en raison de délais non tenus. L'article R40 du Code électoral mentionne que tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié avant le 31 août de l'année N-1. Il aurait donc fallu transmettre votre carte de redécoupage début juillet 2021. Cette date est intangible car le ministère de l'Intérieur n'a pas encore modifié cet article de loi. Il le sera en 2023 ou 2024. Habituellement, le redécoupage ne pouvait avoir lieu qu'avant une refonte. La mise en place de répertoire électronique unique a tout bouleversé. Mais aucune communication sur ce sujet n'a été effectuée par la préfecture. Effectivement, la réponse de la préfecture. Le ministère a parfaitement conscience des difficultés que pose l'article R40 avec la nouvelle règle relative à l'inscription sur les listes électorales.
dont la date butoir est le 4 mars 2022, entraînant de ce fait des bureaux avec un nombre important d'électeurs. Une modification législative serait en cours, mais pour 2023, voire 2024. Le redécoupage de notre commune ne pourra donc s'appliquer qu'en 2023. Cette décision est fort dommageable pour le personnel du service état civil qui a énormément travaillé sur ce projet, avec pour conséquence des bureaux de vote très conséquents, avec à ce jour 7883 électeurs. La répartition sur les 8 bureaux, je vous le rappelle, au complexe sportif Olympie, sera de 784 votants sur le plus petit bureau à 1160, le bureau le plus important. Avec 2 bureaux supplémentaires, soit 10, nous aurions eu une répartition allégée. 551 votants sur le plus petit bureau à 889 sur le bureau le plus conséquent. Parallèlement, le service état civil a comptabilisé 350 radiations et à ce jour 700 nouvelles inscriptions sur les listes électorales. La clôture des inscriptions est fixée au 4 mars en mairie, au 2 mars sur le site service public. Je le rappelle encore, nous avons besoin de personnel pour participer à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement des bulletins. Il faut prévoir 16 personnes par scrutin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du service état civil à la mairie. Petite particularité que je tiens à préciser quant aux horaires de permanence le jour du vote, 8h, 13h30 et non plus 13h, 13h30, 19h et non plus 18h, suite au décret paru au journal officiel. Nous prévoyons de réserver quelques places de parking près des bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. La communication a bien été prévue sur les panneaux d'affichage de la ville, l'insertion dans le trailer mag et dans la presse locale, ainsi que le site de la mairie. Pour terminer, il sera organisé une cérémonie de citoyenneté courant mars pour la remise des cartes électorales pour les jeunes de 18 ans, nés entre le 27 juin 2021, le jour des élections départementales et régionales, et la veille des élections présidentielles. Cela concerne 106 jeunes. Ces informations s'appliquent aussi pour les élections législatives qui auront lieu, je vous le rappelle, les 12 et 19 juin 2022. Merci de votre attention. Merci Isabelle. Donc, 2 dates à retenir, si vous voulez noter. Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 mars, principalement autre chose, mais principalement le vote du budget, donc à 19h ici même. Et puis le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 30 mars à 19h à la CCG. Je trouve que c'est la CCG. Je pense que c'est la CCG. Voilà, on est terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite à